Bonsoir à tous et chacun, c'est un plaisir énorme de vous retrouver en face de nous pour le compte de votre émission hebdomadaire Le Rendez-vous. Le Rendez-vous de ce soir, nous allons parler de l'actualité qui reste dominée par la tenue des élections générales prévues, sauf imprévues, par la Commission électorale indépendante CENI, institution d'appui à la démocratie, c'est 20 décembre 2023. Les candidats présidents de la République, vous êtes sans ignorer, ils sont au nombre de 26. Alors sur ce plateau, nous avons le plaisir de recevoir l'un d'entre eux pour passer en revue l'actualité, parler de la campagne électorale dont le go a été donné le 18 novembre par la centrale électorale. Il s'agit de Noël Tchani Mwadienvita, docteur. Il est docteur. Avec lui, nous allons chercher à en savoir plus sur comment est-ce qu'il se prépare pour battre campagne, quelles sont ses ambitions. On sait qu'il milite pour beaucoup de causes. Tout ça, on va faire allusion de ça dans cette émission. Docteur, bonsoir. Bonsoir, merci de me recevoir à Antenne A. Candidat numéro 19. Effectivement, je suis candidat numéro 19 pour la présidence de la République. Et puis 489. Et puis aussi, je suis candidat député national pour la Lukunga, numéro 489. Et pourquoi avoir postulé doublement? Vous avez postulé à la magistrature suprême et puis à la députation nationale. Oui, j'ai considéré que, vous savez que je suis un économiste. Donc, on peut faire des économies d'échelle en faisant une campagne, mais qui couvre économiste international. Économiste international, mais qui couvre les deux aspects. Et banquier aussi? Banquier de développement, banquier commercial, banquier d'investissement. Donc, j'ai postulé à ces deux postes-là tout en ayant en gardant à l'esprit que je peux gagner la présidence. Quand je gagne la présidence de la République et je gagne aussi la députation nationale, j'ai un suppléant qui peut devenir député national. Donc, ça ne me coûte rien donc, de mettre les deux candidatures donc, sur la table. Au cas où le peuple vous fait confiance, quelles sont vos toutes premières mesures? Je peux vous dire que si je suis élu président de la République ou même député national, ou les deux à la fois, la première des choses que je vais faire, c'est de faire passer en urgence à l'Assemblée nationale la proposition de loi Tchani de père, de mère et d'épouse, pour nous assurer que pour toujours, plus jamais, quelqu'un qui n'est pas congolais d'origine ne puisse se présenter à l'élection présidentielle dans notre pays. Parce que je considère que ce poste-là est très important. C'est un poste de souveraineté nationale qui doit être occupé par les autochtones, les propriétaires de la terre. On ne peut pas avoir un pays qui se dit pays indépendant, mais qui reçoit des étrangers qui viennent se présenter à ce poste. Par conséquent, la priorité des priorités, c'est de protéger la souveraineté nationale, l'intégrité territoriale et réaffirmer l'indépendance de la RDC. Et ensuite, maintenant, je vais m'atteler aux questions économiques. Les questions économiques, comme vous savez, je suis l'auteur du plan Marshall de Noël Tchani pour la reconstruction et le développement de la RDC. Ce plan, c'est une vision de développement pour créer des opportunités pour tous les Congolais, pour sortir le Congo du sous-développement afin qu'il devienne un pays émergent en l'espace de 15 ans, tout en créant au passage des emplois pour tout le monde. Vous savez que nous avons un pays où 90% de la population se trouve au chômage. Ils ont besoin de trouver du travail. Et j'ai cette formule magique qui peut permettre à notre pays de créer suffisamment d'emplois pour qu'on ait plus de chômeurs dans ce pays, pour qu'on ait même besoin d'importer la main-d'œuvre qui pourrait venir de l'extérieur. La loi Noël Tchani, ce n'était pas réservé à une personne, vous vous adressez pas, vous acharnez pas à une personne, ou bien c'est une loi que vous voulez considérer qui puisse révolter ou changer des choses, la donne dans notre pays, la RDC? Vous savez que je suis l'une de ces personnes qui avait vécu ou qui a vécu dans plusieurs pays à travers le monde. Et j'ai voyagé dans près de 125 pays différents. Il n'y a aucun pays où j'ai été qui ouvre la porte à la présidence de la République, la porte de la présidence de la République à des étrangers ou à des gens qui n'ont pas de loyauté totale à l'égard du pays. Nous sommes un cas exceptionnel. J'étais très déçu de la décision de la Cour constitutionnelle d'autoriser quelqu'un qui ne peut pas être appelé Congolais d'origine de se présenter à l'élection présidentielle de la RDC. Quelqu'un dont le père est grec, italien, zambien, dont la femme est tutsi burundaise, et cette personne-là devient candidat à la présidence de la République démocratique du Congo. Je ne peux pas me reconnaître dans ce pays-là. Et vous justifiez ça comment, le comportement de la Cour constitutionnelle? Ils ont voulu peut-être jouer sous pression de certaines organisations internationales, mais ils ont minimisé le risque que notre pays prend sur le plan de la protection de la souveraineté. Et je vais vous dire où est-ce que ça va, cette histoire.
Vous avez suivi tout récemment qu'il y a même des candidats à la présidence de la RDC qui vont se réunir à l'étranger, invités par des ONG étrangers, pour désigner un candidat qui va représenter tout le monde à l'élection présidentielle. Mais vous, n'est-ce pas, vous êtes candidat de l'opposition? Je suis candidat de l'opposition, mais je ne le ferai jamais. C'est qui justifie que vous devez aussi envoyer vos représentants à Pretoria pour cette rencontre qui a réuni les opposants en guise de désigner un candidat commun de l'opposition. Vous savez que je suis un souverainiste, c'est-à-dire quelqu'un qui défend la souveraineté nationale, l'indépendance de la RDC, l'intégrité territoriale, et quelqu'un qui refuse que la RDC soit manipulée par l'extérieur. C'est pour cela qu'il y a la loi Tchani de Père et de Mère, pour qu'on puisse avoir des candidats qui sont loyaux à 100% à l'égard de la RDC, qui ne doivent rien aux étrangers. Alors, cette réunion en Afrique du Sud, j'ai compris qu'elle a été organisée par des ONG comme la Fondation Kofi Annan et puis d'autres. Je crois que c'est une insulte à la mémoire du peuple congolais. Pourquoi? Parce que quand on vous organise des choses de ce genre-là, on vous paye les billets d'avion, on vous loge dans des hôtels, on vous nourrit, on vous véhicule. Vous savez ce que vous devez faire à la fin? Vous devez être reconnaissant à l'égard de ces ONG-là, qui ont des gens derrière elles. Sun City, ce n'était pas pareil? Oui, mais c'est pour ça que notre Congo tourne en règle. Sun City nous a pondu une constitution qui a ouvert les portes, la boîte de Pandore, qui a ouvert les portes à des étrangers en enlevant la mention nés des pères et des mères congolais d'origine pour être candidat à la présidence. Donc, toutes ces choses-là qui sont organisées par des ONG internationales ou par des pays étrangers, ce n'est pas dans l'intérêt du peuple congolais. Par conséquent, j'invite le peuple congolais, mobilisez-vous. Pendant cette élection ici, votez pour Noël Tchani Dianvita, qui est candidat de père, de mère et d'épouse congolais d'origine. Si vous ne pouvez pas voter pour moi, je comprendrai que vous puissiez voter pour un autre candidat, mais que ce candidat-là aussi réponde aux mêmes critères, qu'il soit congolais d'origine, né de père et de mère congolais d'origine. Ne votez pas pour un étranger, ne votez pas pour une marionnette des étrangers, parce que notre pays risque de perdre l'indépendance et la souveraineté nationale. Mais moi, je pense que la rencontre de Pretoria était quand même nécessaire pour permettre à l'opposition de s'organiser, qu'il y ait des discussions sérieuses en guise de désigner un candidat qui pourra représenter l'opposition. Alors, je me dis, Noël Tchani, un opposant tout fait, devait aussi ne fût-ce qu'envoyer ses représentants, chose que vous n'avez pas pu faire. Et là, ça nous laisse dans des points d'interrogation. Je vais vous dire une chose, que lorsque quelqu'un aspire à diriger la République démocratique du Congo, à devenir président de la République, il doit être préparé jusqu'aux dents. Il doit être préparé pour ne pas, on dit, l'opposition n'est pas organisée et on laisse l'occasion à une organisation extérieure de vous organiser. Mais cette organisation extérieure, quand elle vous organise, ça veut dire que vous n'êtes pas prêt à diriger la RDC. À quoi ça sert alors? Personnellement, je suis préparé jusqu'aux dents. Je vous ai amené ici un échantillon de certains travaux que j'ai faits qui vous montrent que je suis préparé. Vous voyez ça? C'est le plan Marshall de Noël Tchani pour la reconstruction et le développement de la RDC. J'ai rédigé, ça fait à peu près 500 pages. C'est un plan énorme. C'est-à-dire une vision de développement que si on la met en œuvre... Vous pouvez résumer le contenu de cette Je vais résumer le contenu. Si on la met en œuvre, ce plan va nous sortir du sous-développement pour que nous devenions un pays émergent à l'espace donc de 15 ans. Et il est appuyé par d'autres cartes que je vais vous montrer plus tard. Mais au-delà de ça, j'ai fait des travaux dans des secteurs différents. Par exemple, le Congolais souffre aujourd'hui d'une monnaie nationale qui n'a aucune valeur. J'ai élaboré ici des plans pour redonner au peuple congolais la monnaie de qualité qui doit conserver la valeur et qui doit être aussi bonne que le dollar et l'euro. Ça veut dire, ces travaux-là, je les ai faits pendant peut-être toute ma vie. Ça veut dire que je suis préparé. Mais si on se réveille un matin et qu'il y a une ONG internationale qui m'appelle et qui me dit « Venez ici », moi je vais trouver qu'elle se moque de nous, elle se moque de ces candidats-là. On les prend pour des enfants. Par conséquent, je demande au peuple congolais rejeter tout ce qui est sorti de Pretoria. Pourquoi? Parce que ce n'est pas sérieux pour le peuple congolais. C'est la question que j'allais vous poser. Les nouvelles nous viennent de là. C'est Moïse Katumbi qui a été désigné par ses pairs comme candidat président de la République unique, bien sûr, de l'opposition. Quelle est votre réaction par rapport à ça? Ma réaction, que je ne suis pas surpris, c'est un candidat des étrangers. C'est un étranger qui est candidat des étrangers, qui est soutenu par ces gens-là, et par conséquent, qui veulent mettre la main sur les ressources naturelles de la RDC. Comme ça, ils vont recoloniser les Congolais
et nous allons recommencer à nous battre pour avoir l'indépendance comme avant 1960. Donc, un candidat des étrangers soutenu par des étrangers, ce n'est pas bon pour le peuple congolais. Donc, voici mon point de vue là-dessus. Et en plus de cela, quand on regarde, ce monsieur-là, est-ce qu'il a un niveau d'études pour diriger un pays aux problèmes complexes comme la RDC? À peine il peut parler français. Il n'a même pas peut-être obtenu le diplôme d'État. Et vous croyez que quelqu'un de ce genre-là peut venir nous représenter et défendre la RDC? Je pense que c'est une aberration. Docteur, vous trouvez que c'était nécessaire d'avoir un candidat commun pour pouvoir barrer la route à Félix Tshisekedi? Moi, j'ai toujours dit depuis longtemps que dans une démocratie, on doit tenir compte de certaines réalités. Quand on a une élection qui se passe en un seul tour, je crois que les chances qu'on puisse disperser les voix et qu'un président de la République sorte de là avec un pourcentage minimal représentant une minorité, je crois que ça ne va pas lui donner la légitimité qu'il faut pour diriger avec force un grand pays comme la RDC. Par conséquent, j'ai toujours milité pour des élections présidentielles à 2 tours. Dans un premier tour, les gens se font concurrence et ils arrivent à s'éliminer mutuellement pour qu'à la fin de la journée, ils puissent se rallier derrière 1 ou 2 candidats qui vont s'affronter donc dans le deuxième tour. J'ai toujours milité pour ça. Mais parce que nous n'en sommes pas encore là, c'est tout à fait normal que les gens puissent faire des consultations préalables, arrivent à s'éliminer pour que certains puissent se rallier à tel ou à tel, et qu'on arrive donc avec des élections générales, c'est-à-dire finales, où il y aurait donc 2 ou 3 candidats au maximum. Ça, j'estime que c'est quelque chose que nous devons faire. Et d'ailleurs, dans mon plan d'action, dans le cadre du plan Marshall, la modification du système d'élection d'1 tour à 2 tours, c'est quelque chose que je propose. Et aussi l'exigence d'avoir des débats contradictoires entre candidats. On est dans une démocratie et on va aller dans une élection avec certaines personnes qui sont des intrus. Que dit le plan Marshall en ce qui concerne la sécurité de la RDC, le social de la RDC et autres? Le plan Marshall a beaucoup de solutions à beaucoup de nos défis de développement. En ce qui concerne la sécurité de notre pays, je mets la sécurité en rapport avec la souveraineté du pays. Comme vous le savez, j'ai proposé la loi Tchani des pères et des mères, qui est soutenue d'ailleurs par un livre que je viens de publier ici, qui s'intitule « De pères et de mères, quel avenir pour la République démocratique du Congo ». Et ce livre-là, il est vendu à la librairie des Grands Lacs, qui est située au 51A, boulevard du 38 Et juin. les prix accessibles à toutes les $30, c'est un prix minimal. Donc, $30, c'est rien. Tout le monde peut s'acheter ça. Pourquoi pas $5 comme ça peut permettre même aux étudiants? C'est pas moi qui détermine les prix. Les imprimeurs, ils connaissent le coût de fabrication et c'est eux qui ont fixé donc ce prix-là. Donc, $30, j'estime que c'est accessible à tout le monde. Alors, maintenant, au-delà maintenant de cette question de père et de mère pour protéger la souveraineté nationale, la sécurité serait assurée comment? Je propose personnellement que nous puissions investir massivement dans l'armée, la police, les services de sécurité, pour que nous puissions les rendre plus républicains et plus puissants, à même de rivaliser avec n'importe quel pays. Pour cela, nous devons faire l'inventaire des hommes et des femmes en uniforme dans l'armée et dans la police, qu'on détermine est-ce que nous avons suffisamment de militaires et de policiers pour maintenir la paix et la sécurité. Une fois qu'on a fait ce travail-là, à supposer maintenant qu'on détermine que nous n'avons pas la masse critique qu'il faut, il faut recruter un nombre suffisant pour combler ce cap et les former comme il faut, les équiper adéquatement et surtout les rémunérer de façon responsable pour qu'ils se sentent investis donc de ce pouvoir de défendre donc le pays. Ce n'est que de cette façon-là que nous pourrons avoir une force de sécurité capable de pouvoir défendre les frontières nationales et de faire face à n'importe quel pays. Maintenant, parce que la menace vient toujours de l'Est, du Rwanda et de l'Ouganda. Tchani, la République démocratique du Congo, un pays vaste à la dimension d'un continent. Vous avez arrêté quelle stratégie pour pouvoir battre suffisamment campagne, ne pas passer à côté de la plaque? Ah, mais là, vous me sortez de la question de sécurité que vous m'avez posée et je n'ai pas encore terminé. On aborde la question de la campagne. Je voudrais terminer sur la question de la sécurité. Je vous en prie. Je considère personnellement qu'en tant que pays, nous devons savoir quel est le risque que nous prenons en ce qui concerne la défense de notre territoire. Ce risque-là vient, ou la menace sécuritaire vient du Rwanda voisin. Le Rwanda, depuis un certain temps, se donne beaucoup de luxe
à pouvoir recruter les gens, les former et les appeler rebelles et les larguer sur le territoire congolais pour qu'ils viennent semer la mort et la désolation sur notre territoire national. Je pense que nous sommes arrivés donc au point où la République démocratique du Congo doit prendre ses responsabilités. Ses responsabilités, c'est-à-dire aller dénicher le mal à la source, à l'origine. Et par conséquent, moi, président de la République, soyez préparés. Nous allons nous réveiller un matin, les forces armées de la RDC se trouvent à Kigali. On va poursuivre les rebelles jusque là d'où ils viennent et nous allons détruire la capacité militaire donc du Rwanda pour que le Rwanda ne vienne plus poser des menaces sécuritaires à notre pays pendant longtemps. Voilà ma stratégie pour arriver à là, il faudra à tout prix réformer l'armée. J'ai dit tout à l'heure là comment on allait procéder pour réformer l'armée. Nous avons suffisamment d'hommes qu'on peut recruter dans l'armée, dans la police, qu'on peut former. On va les équiper comme il se doit. Et la réforme de l'armée peut se faire dans combien de temps? Dans combien de temps comme ça? Parce que ça va prendre quand même. Il y a des efforts qui sont déjà menés. Il y a des efforts qui sont déjà menés actuellement. Et je vais vous dire que si j'ai un mandat de 5 ans en tant que président de la République, avant la fin de mon premier mandat, on aura une armée républicaine capable de battre tout celui qui se moque de nous autour donc de la RDC, à commencer par le Rwanda. Donc 5 ans, c'est beaucoup pour avoir une armée de qualité et être en mesure donc d'aller dénicher le mal à la source. Pour recruter, former, et puis l'armée. Recruter, former, équiper, motiver, avoir un plan d'action pour pouvoir donc faire face à nos ennemis extérieurs. C'est pas peu dans 5 ans. Une armée s'est construite au fil des années. Dans 5 ans, on aura une armée meilleure que celle que nous avons aujourd'hui. Mais dans 5 ans, on aura une armée qui n'aura peut-être pas atteint tous les objectifs que nous cherchons. Une armée de confiance, pas infiltrée. Voilà. Donc, vous savez, avant que Joseph Kabila ne parte du pouvoir, on nous avait présenté la RDC comme ayant la 8e grande armée d'Afrique. 8e grande armée d'Afrique. Alors, je suis moi étonné de voir que la 8e grande armée d'Afrique n'est pas en mesure de battre un petit pays comme le Rwanda. Moi, si je suis président de la République, je m'engage à pouvoir investir massivement dans ce secteur-là pour que la sécurité du Congo devienne la priorité numéro 1. Parce que nous ne pouvons pas nous sentir à l'aise tant que nous avons des petits pays à côté de nous qui se jouent de nous. Mais qu'est-ce que Mobutu, Paix à son âme, avait fait exactement pour avoir une armée de confiance, une armée forte? Là, on pouvait parler de l'intégrité territoriale. Les frontières de la RDC étaient respectées et notre pays n'était pas imperméable, pénétrable comme maintenant. C'est une question de vision. Mobutu avait cette vision d'avoir un grand Zaïre, un grand Congo, capable de pouvoir faire face à n'importe quel ennemi. J'ai cette vision-là aujourd'hui d'avoir un Congo qui sera craint et respecté. C'est-à-dire un Congo que un pays voisin doit réfléchir 2 fois avant de pouvoir nous toucher donc aux cheveux. Et le premier pays qui va oser, on va faire un effet de démonstration, le frapper sérieusement, détruire sa capacité militaire pour qu'il puisse être en arrière de 50 ans, qu'il ne puisse plus se remettre debout afin de constituer cette menace sécuritaire-là. Mais quand vous allez le faire avec un pays, je crois que tous les 9 voisins vont nous respecter. Voilà donc la vision que j'ai, et c'est la vision aussi que le maréchal Mobutu avait pendant qu'il était président de la République du Zaïre ici. Il y a un sérieux problème aussi, c'est par rapport au social des Congolais. Ça fait belle lurette que le Congolais ne mange plus à l'air faim. Je me souviens, c'est vers les années 80 que le Congolais mangeait à l'air faim et tel n'est pas le cas depuis. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour que le Congolais mange sans problème? J'ai une politique économique qui peut régler les défis alimentaires, les défis économiques, les défis sociaux auxquels nous sommes confrontés. Le plan Marshall de Noël Chani pour la reconstruction et le développement de la RDC, c'est une réalité. Je voudrais vous montrer quelques exemples. Nous allons lancer ce qu'on appelle la politique des grands travaux d'infrastructure. Cette politique des grands travaux d'infrastructure va consister à quoi? Elle va consister à construire, à relier toutes les provinces de la RDC avec des routes et avec des autoroutes. C'est-à-dire toutes les provinces de la RDC pour qu'on soit en mesure de partir de Boma ou de Banana pour arriver à Mahaki ou Kisangani en 2-3 jours en voiture. Des routes, c'est-à-dire 3 bandes qui vont comme ça, 3 bandes qui viennent comme ça. Partir de bas du Katanga, c'est-à-dire à Sakania pour arriver à Zongo, à la frontière avec la République démocratique du Congo, en 2 ou 3 jours de voiture. C'est-à-dire des routes de qualité, des routes macadamisées, où vous avez 3 bandes qui vont dans ce sens, 3 bandes qui viennent comme ça. Au-delà de cela maintenant, nous allons développer ce qu'on appelle l'agriculture. L'agriculture va être un des secteurs prioritaires, l'agriculture, l'élevage et la pêche, pour alimenter ce que j'appelle l'agriculture des compétitions.
C'est une agriculture mécanisée, agriculture professionnelle, où nous ne produisons pas pour la consommation de nos ménages seulement, nous produisons pour exporter et conquérir le marché. Et nous allons créer beaucoup d'emplois avec cela. Au-delà de cela, maintenant, nous allons lancer dans la politique des grands travaux d'infrastructure ce que j'appelle les plans d'urbanisation du pays. Donc, on peut acheminer la production de nganda njika à tous les coins donc, de la RDC. Et au-delà de cela, on peut même acheminer cette production-là vers d'autres destinations en Afrique. Parce que le Congo fait partie de ce qu'on appelle la ZLECAf, la zone de libre-échange au niveau continental. Donc, on peut exporter librement, sans tarif douanier, vers les autres pays africains. Alors, maintenant, les quartiers résidentiels que je vous ai montrés ici, les lignes jaunes, sont des quartiers résidentiels, seront construits d'après un modèle qui est celui-ci. Voilà le modèle de construction de la ville de Nganda Njika. Des infrastructures routières bien tracées, l'eau et l'électricité qui pourront venir du barrage hydroélectrique de Kafumbu. Et une fois qu'on a ça, maintenant, on va construire des maisons d'après le système de maisons modèles, 2 ou 3 maisons modèles qu'on va répliquer un peu partout. Et une fois que nous faisons ça en Nganda Njika, Nganda Njika devient une ville moderne. Nous allons répliquer maintenant ce modèle-là. Vous voyez sur ma carte, il y a des points jaunes partout. Lodja, Lomela, partout. Nous allons répliquer ce modèle-là 244 fois en République démocratique du Congo. Nous allons créer un pays plus beau qu'avant où il fait bon vivre partout avec les mêmes conditions de vie. En d'autres termes, le coût total, je vais vous donner le coût total du plan Marshall. Les coûts du budget du gouvernement Noël Tchani, une fois élu président de la République, serait de combien par exemple? Le plan Marshall que je vous propose, parce que j'estime qu'il ne faut pas qu'on puisse faire des actions chaque jour sans pouvoir avoir une vision d'ensemble. Pour construire ce plan-là, mettre en œuvre cette vision, ça va nous coûter 1000 milliards de dollars sur 15 ans. Les 1000 milliards de dollars proviendraient d'où? D'une part, nous allons maintenir le niveau d'aide bilatérale que nous avons aujourd'hui de 3 milliards par an, multiplié par 15, nous avons 45 milliards de dollars sur 15 ans. Nous allons accroître les investissements directs étrangers de 3 milliards aujourd'hui à 5 milliards de dollars par an. Pendant 15 ans, nous allons mobiliser 75 milliards de dollars. Maintenant, la différence entre 1000 milliards et 120 milliards qui proviennent de 45 milliards plus les 75 milliards, il nous reste 880 milliards de dollars. Les 880 milliards de dollars, nous allons les mobiliser des ressources intérieures de la RDC, c'est-à-dire en combattant la corruption, les détournements des fonds publics, la prédation des ressources naturelles. Donc, si je vous comprends bien, vous ne comptez pas sur l'aide extérieure, mais vous allez faire confiance à la production, grande partie la de production nos ressources, locale. Voilà, la grande partie de nos ressources pour financer ce plan proviendrait des ressources intérieures. L'aide extérieure, on ne va pas refuser de faire affaire avec la communauté internationale. Mais je voudrais maintenir cette aide-là à un minimum possible. Le niveau actuel de 3 milliards de dollars, on va maintenir ça. Et puis, l'aide extérieure pourrait venir des investissements directs étrangers. J'ai dit tout à l'heure là que nous allons miser sur 5 milliards de dollars par an pour un total donc de 75 milliards de dollars. Les étrangers vont vous prêter main forte comment? Au moment où ils sont sceptiques. Pourquoi? Parce que la guerre à l'est de la RDC persiste et ils ne font pas confiance à notre pays. Comment est-ce qu'ils vont tendre cette fois-là la main à la RDC pour venir investir? Je vous ai présenté tout à l'heure là le plan pour la sécurisation de l'Est, qui montre que si nous faisons cela, la menace sécuritaire qui est le Rwanda sera écrasée, éliminée. Et une fois que nous avons passé cette étape-là maintenant, les étrangers vont nous faire confiance, ils vont nous respecter. Ils vont savoir que si vous provoquez la RDC, vous avez des problèmes avec ce pays-là. Par conséquent, je suis convaincu que mon plan de paix pour la sécurisation de l'Est de la République démocratique du Congo va donner des résultats. Pourquoi? Parce que le Congo va réaffirmer son indépendance, sa souveraineté, son intégrité territoriale sera toujours gérée par l'un d'entre nous. Il n'y aura pas de risque qu'on ait des mercenaires qui viennent d'Afrique du Sud ou de Pretoria, qu'on vienne larguer donc sur notre pays. Par conséquent, l'extérieur qui cherche l'accès aux matières premières, aux minéraux, qui cherche donc l'accès à nos eaux et à nos forêts, cet extérieur-là va faire affaire avec la République démocratique du Congo sous les termes que je viens donc d'évoquer. Il y a aussi un sérieux problème, c'est l'eau et l'électricité. Là également, ça pose problème. Nous sommes en plein 21e siècle
où le pays observe des spectacles de coupures intempestives du courant électrique. Nous avons des câbles dénudés, plus d'un quartier ne fût-ce que de la ville de Kinshasa est privé de l'eau potable et du courant. On n'a pas accès au courant électrique. Si on prend aussi l'ensemble de la République démocratique du Congo, chez vous en Ngandajika, il n'y a pas de courant électrique. Il y a des têtes d'érosion. En tout cas, l'état de la ville laisse à désirer, ainsi de suite. Et là, Noël Tchani va faire comment pour que la population puisse vivre en toute quiétude? C'est pour ça que dans le cadre du plan Marshall de Noël Tchani pour la reconstruction et le développement de la RDC, ce plan-là compte 35 programmes. L'un des programmes, c'est promouvoir la méritocratie et mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Quand je suis président de la République, quand il y a un poste comme à la SNEL, les Kasaï orientales figurent parmi les communes non urbanisées de la République démocratique du Congo. Et je peux vous dire que le Kasaï oriental figure parmi les communes qui sont en arrière, mais je peux vous dire que le reste de la République se trouve dans la même situation. J'ai été au Bas-Congo, Matadi Mbazankunku Mwanda. J'ai été au Bandundu à Kenge. Et j'ai vu que les conditions de vie de ces communautés-là, c'est à peu près la même chose. Il y a des têtes d'érosion. Il ne faut pas à peu près la même chose qu'en politique donc, si nous devons avoir de lutte anti-érosive. Oui, mais nous devons avoir donc la politique d'urbanisation, de modernisation de toute la République démocratique du Congo, parce que tous les coins de la RDC se ressemblent, rencontrent les mêmes problèmes. Donc ce que je ferai pour Ngandajika, je le ferai pour Kenge ou Bandundu, pour Mbandaka, je le ferai pour Mahaki dans la province orientale, ou bien pour Boma au Bas-Congo. Donc toute la RDC est en retard de développement. Ayons une vision de développement. Et moi, je vous propose le plan Marshall. Le plan Marshall est à saluer. Merci beaucoup, Dr Noël Tchani, candidat numéro 19 à la magistrature suprême, et puis 489 à la députation nationale pour la circonscription électorale de Lukunga. Parlez-nous de votre campagne. Vous allez battre campagne comment? Je me répète, la RDC, un pays à la dimension d'un continent. Il faut aller dans les recoins, les coins et recoins du pays. Vous allez utiliser quels moyens pour atteindre toute la population afin que ce message passe sans problème? Déjà, je considère que nous sommes dans la modernité. Il y a des gens qui continuent à faire des choses de façon archaïque, qui pensent que pour atteindre une population à un tel endroit, je dois prendre un camion, un avion pour arriver à cet endroit-là. Aujourd'hui, nous avons l'accès aux médias. Il y a ces coins très enclavés où il n'y a même pas de médias, il n'y a pas du courant. J'arrive. Donc, il y a déjà, le point de départ, c'est déjà utiliser les médias pour communiquer son message. Vous savez, quand je passe sur Antenne A, votre télévision, je voudrais vous féliciter. Chaque fois que je passe sur Antenne A, je reçois des appels de partout. Il y a des gens qui m'appellent du Bas-Congo, du Bandundu, qui m'appellent de l'Équateur, qui m'appellent de l'Est de la République, de Bunia de Butembo, et qui me disent qu'ils m'ont suivi donc sur Antenne A. Par conséquent, quand je m'adresse à vous, ce n'est pas pour rien que j'ai accepté votre invitation. C'est parce que je sais qu'en venant ici, je m'adresse à toute la République démocratique du Congo. Les médias sont très importants. Maintenant, la campagne n'a pas commencé simplement la veille. La campagne pour Noël Tchani a commencé il y a 3 ans. La loi des pères et des mères. Vous savez quoi? Aujourd'hui, Noël Tchani, c'était non dans tous les ménages congolais. Quand on dit des pères et des mères, tout le monde répond. Mais c'est à peine qu'on voit vos affiches sur le tendue ne fût-ce que de la ville. Oui, je n'ai pas besoin de faire tout ça parce que j'estime que le nom est déjà parti très loin. Donc j'essaie de rappeler aux gens qui je suis, et quand je suis là, ils se rappellent. Beaucoup ne savent pas que Noël Tchani a postulé à la députation nationale, laisse-moi vous dire ça. Moi je suis de Lukunga. C'est pour cela que je suis venu ici. Je m'adresse à la population de Lukunga. Vous savez, Lukunga sera très bien représenté en ayant un député national des pères, des mères et d'épouses. Le symbole même de la lutte pour la souveraineté, de l'intégrité territoriale, tel que Patrice Emery Lumumba l'avait posé. Mais qu'est-ce qu'il faut faire, Dr Noël Tchani, pour remédier aux embouteillages terribles et à l'insalubrité qui bat son plein dans le cadre du plan Marshall, ainsi que l'insécurité? Il y a les phénomènes Kuluna sur l'ensemble de la capitale Kinshasa. Tout ça aussi, ça perturbe la quiétude de la population. Vous avez posé beaucoup de questions. Laissez-moi répondre maintenant. En ce qui concerne les embouteillages, moi, je considère que la ville de Kinshasa a jeté la balle à terre. Quand je passe le long de la rivière
de la rivière Kalamu ou de la rivière Gombe, je n'ai pas l'impression que cette ville est gérée. J'ai l'impression qu'elle est abandonnée totalement. Par contre, j'entends qu'il y a des conflits énormes au niveau de l'hôtel de ville, au niveau de l'Assemblée provinciale, ils n'en finissent pas. Donc, moi, si je suis président de la République, l'une des modifications à obtenir, c'est la capacité de pouvoir révoquer un gouverneur d'une ville si le travail n'est pas fait conformément à la volonté du peuple de cette ville-là. Et j'estime que la ville de Kinshasa est pénalisée aujourd'hui à cause de ces conflits d'intérêts. Maintenant, au-delà de la ville de Kinshasa, je voudrais qu'on applique la même méthode pour toutes les villes de la République démocratique du Congo. Combien de fois nous n'avons pas assisté aux luttes entre les gouverneurs en poste et son assemblée provinciale? C'est pour ça que j'estime que parmi les actions à mener dans le cadre du plan Marshall, nous devons restructurer l'État, nous devons simplifier l'État et nous devons en quelque sorte donc adopter des lois et des procédures qui permettent à l'État de fonctionner normalement. Une des choses que nous devons faire, ce sera la simplification de certaines institutions de la République. Je considère que certaines assemblées provinciales ne servent à rien aujourd'hui. Ce sont des boîtes pour créer des conflits entre les gens qui travaillent pour le même objectif. Nous devons envisager de revoir la Constitution pour voir si on ne devrait pas supprimer les assemblées provinciales, quitte à prendre le pouvoir de contrôle qu'elles ont, donner ce pouvoir de contrôle à des organes de contrôle qui existent. Nous avons l'IGF, nous avons l'Inspection générale de la territoriale, nous avons la Cour des comptes. Ces institutions-là, on peut leur donner les mandats de contrôler les exécutifs provinciaux et de s'assurer que, en cas de défaillance, on détecte donc ces défaillances-là très tôt pour corriger cela. Merci pour cet éclairage, Dr Noé Tchani, candidat à la magistrature suprême numéro 19. Nous allons évoluer. Nous sommes à moins de mois de la tenue des élections. Vous pensez que tous les éléments sont réunis pour que le scrutin soit démocratique, libre, transparent? Je ne crois pas que nous soyons dans un monde parfait, où tout ce que nous voulons se réalisera du jour au lendemain et de la manière que nous voulons. Par conséquent, je dis nous sommes dans un monde imparfait et nous devons apprendre à vivre avec ce que nous avons. J'ai eu l'occasion de rencontrer le président Denis Kadima 2 ou 3 fois successivement au courant des 12 derniers mois. Et je lui ai demandé, est-ce que vous êtes sûr qu'on aura des élections dans les délais? Est-ce que vous avez les moyens qu'il faut? Ce qu'il m'avait dit qu'il allait faire, il l'a fait. Il m'avait dit au début qu'on devait faire ce qu'on appelle le recensement de la population. On a fait ça dans les délais qui étaient prévus. Il a dit qu'on allait convoquer l'électorat au niveau de la députation nationale et provinciale. On a fait cela. Il m'a dit qu'on allait convoquer l'électorat au niveau de la présidentielle. Il a fait ça. Il me dit maintenant que nous allons avoir l'élection présidentielle le 20 décembre. Il n'y a pas de raison que je ne puisse pas croire. Mais jusque-là, la CENI... Mais il y a des difficultés. Il y a des difficultés que moi, Noël Tchani, je ne peux pas régler ces difficultés-là. C'est la CENI qui est mandatée pour ça. S'il faut déplacer les kits électoraux donc, de la Corée du Sud où ils sont fabriqués pour les amener donc, dans les lieux où ils doivent être déployés, ce n'est pas moi qui connais donc le calendrier, qui connais tout ce que la CENI doit faire. Je laisse cette responsabilité à la CENI, qui est l'organe mandaté pour ça. Comme tout citoyen congolais, vous pensez que les élections auront bel et bien lieu dans le délai constitutionnel? Parce que jusque-là, la CENI n'a pas encore déployé tout le matériel et formé les préposés pour l'organisation des opérations de vote. Tous les Congolais n'ont pas les moyens de juger de la capacité de la CENI à faire ce travail-là. Ce que les Congolais doivent faire, c'est quoi? C'est poser la question à la CENI. Est-ce que M. Denis Kadima, M. Patricien Seya et M. Manara, tout le monde là-bas, est-ce que vous allez nous délivrer les élections dans les délais tels qu'est prévu par la loi? Et quand on pose cette question-là, ils répondent en disant oui. Ils nous ont fait la démonstration lors du cadre de concertation de la CENI avec les candidats présidents. Ils nous ont fait la démonstration donc, de toutes ces choses-là. Maintenant, il y a des gens qui conservent toujours donc, le doute. Je ne peux pas donc leur dire, acceptez tout ce que la CENI vous dit aveuglément. Mais je me dis aussi, donnons-leur le bénéfice du doute. Voilà. S'ils nous disent qu'ils vont le faire, il n'y a pas de raison que moi, Noël Tchani, je dise, c'est pas possible. Merci pour cet éclairage. Il faut leur donner donc le bénéfice du doute et on va les juger par le résultat. Il est encore là, il est fin mandat, mais vous trouvez que son bilan est en sa faveur ou en sa défaveur? Moi, je pense que la responsabilité de faire le bilan du président Félix Tshisekedi incombe au président Félix Tshisekedi. Il ne faut pas faire des aventures où n'importe qui n'est pas préparé et qui n'a pas eu accès à toutes les informations se met à tirer à boulet rouge ou à applaudir comme un aveugle.
Moi, je dis, laissons le président de la République faire son bilan. Et nous, qui sommes de l'opposition, nous allons lui répondre en disant, vous aviez promis Mais il s'est adressé à la nation devant les deux chambres réunies en congrès. Oui, j'étais dans la salle de congrès aussi. J'ai suivi ce discours-là. Il faut admettre qu'il y avait beaucoup de choses qu'il a dites là-bas. Il appartient à chacun de nous faire donc le sens. Est-ce que ce qui est vrai, c'est que le pays que nous avons aujourd'hui n'est pas celui qu'il a hérité en janvier 2019. Ce pays-là a fait beaucoup de progrès. Ça, il faut l'admettre. Mais maintenant, les progrès, est-ce que c'est suffisant pour garantir un deuxième mandat? Ça, c'est autre chose. Mais il a fait des progrès par rapport à la situation que nous avons en 2018 et connaissant surtout comment le pouvoir de Joseph Kabila faisait tout pour pouvoir donc le bloquer afin qu'il ne puisse pas réussir. Mais je souhaite que son équipe de communication communique là-dessus pour dire à la population exactement voici ce que nous avons fait, voici ce qui reste donc à faire. Voilà, reculons pour mieux sauter, Dr Noël Tchani. D'aucuns pensent que vous vous acharnez sur Moïse Katumbi avec votre théorie de père et de mère. Monsieur le candidat, démontrez-nous que cette théorie est bonne pour le développement, bien sûr, de notre pays, la République démocratique du Congo. Les gens qui posent cette question-là sont un peu aveuglés, fanatisés. Pourquoi est-ce que je s'acharnerait sur un individu? À supposer que cet individu aujourd'hui là n'existe plus, il meurt. Vous croyez que la loi des pères et des mères, nous devons l'abandonner? Non. La loi des pères et des mères, ce n'est pas pour rien que j'ai écrit ce livre-là, des pères et des mères, quel avenir pour la RDC. Nous devons poursuivre cela, mettre en place cette loi-là pour protéger le pays pour toujours. Tous les autres pays de la planète ont fait la même chose. Les États-Unis d'Amérique ont une loi qui dit que vous ne pouvez pas être président des États-Unis si vous n'êtes pas né sur le sol américain. Est-ce qu'ils avaient misé Barack Obama ou ils avaient misé donc Bill Clinton? Non. Quand on adopte des lois, les lois sont impersonnelles. Et moi, je trouve que c'est minable qu'un individu comme celui-là, qui n'a ni le niveau d'études, ni l'intégrité qu'il faut, et qui a démontré vraiment que c'était mafieux, qui a été impliqué dans des crimes odieux. Il n'est pas le premier. Qui a été impliqué dans des crimes odieux. Je suis même étonné qu'il puisse donc se promener librement donc dans la rue. C'est un individu qui devait être derrière la barre, peut-être en prison, au cachot. Alors, je suis vraiment surpris que nous passions notre temps à parler, quand on parle de l'avenir du pays, on lit cela à un mafieux de ce genre-là. La loi que nous avons n'a rien à voir avec lui parce que je considère qu'il ne vaut pas notre temps. On ne doit pas passer trop de temps. Docteur Noël Tchani, en quoi est-ce que les élections sont salvatrices pour notre pays, la RDC? Les élections, c'est un mode de désignation des dirigeants. Elles sont salvatrices parce qu'elles permettent de départager les gens. Les gens qui veulent tous occuper la magistrature suprême, comment vous allez donc trancher? Vous n'allez pas dire, vous allez prendre Noël Tchani à la place de Félix Tshisekedi, abandonner Félix Tshisekedi à la place donc de tel. Donc, pour nous départager, nous tous qui avons des ambitions de diriger le pays, on a mis en place le système d'élection. Et de ce point de vue-là, ça permet, si les choses se passent de façon transparente et correcte, ça permet de trouver des solutions aux problèmes de la société, déterminer comment notre cité doit être donc gérée. Par conséquent, les élections sont salvatrices parce que sinon, on va recourir au système de la loi du plus fort. C'est le plus fort qui va gagner, qui va s'imposer, qui deviendra président. Je voulais insister là-dessus. À l'est de la République démocratique du Congo, la situation reste inchangée et les rebelles du mouvement du 23 mars continuent à avancer. Quelle est la meilleure dessous pour résoudre cette crise à l'est de la RDC? Je ne crois pas qu'il faut engager des dialogues encore avec ces gens-là, ces criminels-là. J'estime qu'on est tombé suffisamment dans les pièges. Les dialogues dans le passé ont été des mécanismes utilisés pour infiltrer les institutions de la République. Pourquoi pas? Parce que chaque fois qu'il y a des dialogues, ça finit toujours par on va faire le brassage, on va pas prendre ces rebelles, on va les mettre dans les institutions et on aboutit à avoir un pays qui est totalement infiltré. Est-ce que le régime Tshisekedi a suffisamment fait pour mettre fin à cette guerre qui dure des décennies, 3 décennies? Moi, je pense que le président Tshisekedi a été trop gentil avec eux, avec le Rwanda, avec les rebelles. Et si moi, j'avais à lui donner un conseil, c'est à un moment donné, il faut savoir utiliser la force. Et nous sommes arrivés au point où il n'y a que par la force que nous pouvons régler ce problème-là. Il faut les bombarder. Il faut arriver donc à les poursuivre jusque dans leur dernier retranchement. Ils sont venus du Rwanda. Il faut chercher à aller détruire la capacité militaire du Rwanda et à remplacer le président rwandais Paul Kagame qui les envoie pour qu'ils viennent déstabiliser la RDC. Nous devons avoir ces objectifs-là clairement définis. Voilà, parce que nous sommes à la fin de
cette émission en guise de message particulier. Je voulais bien que vous puissiez marteler là-dessus. Docteur Tchani, Noé Tchani, Mwadiam Vita, une fois élu président de la République, qu'est-ce que vous allez faire de notre armée et de ses soldats en peu de mots? Je suis Noël Tchani Mwadiam Vita, je suis candidat numéro 19 à la présidence de la République démocratique du Congo. Mais je suis parallèlement aussi candidat député national, candidat numéro 489 pour la circonscription électorale de la Lukunga. Je voudrais que vous puissiez sérieusement considérer mes candidatures donc à ces deux postes-là. Maintenant, qu'est-ce que je ferai si je suis élu? Si je suis élu, je me battrai corps et âme pour défendre la souveraineté nationale, réaffirmer l'indépendance de la RDC et réaffirmer l'intégrité territoriale de notre pays. Pour cela, nous devons massivement investir dans l'armée, la police, les services de sécurité, pour qu'ils soient les plus performants possibles, les plus convaincants possibles. C'est-à-dire qu'aucun pays ne doit pouvoir menacer la RDC. Si un pays menace la RDC et que nous avons restructuré notre armée, nos services de sécurité et la police, nous allons le frapper sérieusement pour qu'il ne puisse plus se remettre debout, peut-être pendant 50 ans. De cette façon-là, tous les autres pays vont avoir peur de nous, ils vont nous respecter. Et je voudrais vous donner l'exemple quand j'étais à l'école secondaire. J'étais à l'école secondaire, il y avait un collègue de classe qui menaçait tout le monde, qui allait nous battre. Et puis un jour, il m'a menacé et j'ai juste pris mes livres, j'ai mis de côté et je me suis dit, bon, vous voulez me battre, venez me battre maintenant. Et quand il a osé, je lui ai envoyé la balle ici et son visage était gonflé comme ça. Depuis ce jour-là, il a commencé à me respecter, il respectait tout le monde dans la classe. Nous sommes arrivés avec cette situation-là, à cette situation-là, dans les relations entre le Rwanda et la RDC. La RDC doit faire ce qu'il faut pour se faire respecter par le Rwanda et par tous les pays voisins. Ça, c'est un. De maintenant, notre pays a beaucoup de défis de développement. Le chômage, le manque d'eau, d'électricité, le manque d'infrastructures, le manque de routes. Le plan Marshall que je propose pour la RDC permettrait, s'il est mis en œuvre, de pouvoir répondre à tous ces défis économiques, infrastructurels, sociaux, pour que ce pays-ci commence à se développer et devienne un pays émergent en l'espace donc de 15 ans. Faites-moi confiance, vous ne serez pas déçus. Voilà, bonne chance à vous, docteur Noé Tchani, Mwadiam Vita, candidat président de la République. 20-1, c'est votre numéro. 20-1, je suis candidat numéro 19. Voilà. Au fait, je voudrais vous rappeler que la campagne électorale a été lancée quand? Le 19 novembre. Ça veut dire le candidat 19 va gagner cette élection. Voilà, merci beaucoup. C'est la fin de cette émission. Nous vous remercions de l'avoir suivi avec beaucoup d'attention et d'intérêt. Merci à vous, docteur Noé Tchani, d'avoir répondu à notre invitation ainsi qu'à toutes les questions prévues pour ces numéros. Et si vous voulez suivre les questions de ma campagne, vous pouvez suivre aussi sur la télévision, une nouvelle télévision qu'on appelle RDC 1. Sur BlueSat, c'est le numéro 20. Et sur TNT, les numéros varient d'après donc les localités. Donc RDC 1, c'est la chaîne qui diffuse toutes les informations sur ma campagne présidentielle et aussi merci, le message est passé, nous sommes à la fin. Nous sommes obligés de vous interrompre, docteur. Merci encore une fois de plus. Et nous vous retrouvons très prochainement pour un autre numéro de votre émission Le Rendez-vous. Restez branchés sur le programme de votre chaîne Antena. Une très belle soirée à tous et chacun.